C'est le début d'une nouvelle heure d'information sur France 24 et voici nos titres. L'espoir d'une stabilité politique en Irak, le nouveau Premier ministre Haïdar al-Abadi a été nommé hier. Il doit former un gouvernement le plus rassembleur possible car l'Irak est toujours divisé. L'assaut des djihadistes se poursuit dans le nord face aux combattants kurdes. L'Union européenne étudie l'idée d'armer ses peshmergas mais cela fait débat. La barre des 1000 décès dus au virus Ebola a été franchie en Afrique de l'Ouest. 1013 morts depuis le début de l'année. Dans les pays touchés, l'OMS autorise désormais l'utilisation de nouveaux traitements non homologués. Et puis l'un des acteurs américains les plus drôles avait aussi sa part d'ombre. Robin Williams est mort, il se serait suicidé. Parmi les nombreux films dans lesquels a joué le comédien et a marqué le public, on retiendra notamment Madame Doubtfire, Le Cercle des poètes disparus, Will Hunting ou encore Good Morning Vietnam. Bienvenue, c'est Paris Direct. Il y a maintenant donc un nouveau Premier ministre à Bagdad. Haïdar al-Abadi a été désigné hier pour remplacer le controversé Nouri al-Maliki. L'homme reçoit de plus en plus de soutien depuis quelques heures, notamment ceux des États-Unis ou encore de l'Iran. Haïdar al-Abadi a la lourde tâche de gérer un pays en guerre dans le nord, une situation qui préoccupe Bruxelles. C'est là que sont réunis en ce moment les ambassadeurs des pays de l'Union européenne, réunion pour examiner les moyens d'aider les Kurdes à stopper l'avancée des djihadistes dans ce nord de l'Irak. Le point sur la situation avec nos confrères de France 2. En quelques semaines, il est devenu le centre du monde pour plus de 70 000 personnes déplacées. Chapeau de paille toujours vissé sur la tête, l'évêque Bachar, comme on l'appelle ici, a pris en charge la coordination de toute l'aide humanitaire dans la capitale du Kurdistan irakien. Ici, c'est la distribution d'eau, là, c'est la cuisine, et là, c'est la réserve. C'est une petite réserve, car nous avons un grand entrepôt principal. À côté de ce centre, il y en a 17 autres. Les vivres et le matériel ont été achetés par l'Église ou donnés par des organisations comme les Nations Unies, par des pays aussi. Voici des tentes données par la France, et aussi des couvertures. Tout ça vient de France? Oui, tout ça, et ça là-bas. En tout, la France a livré 17 tonnes d'aide, dont presque tout est parti en moins de 2 jours. Aujourd'hui, nous lançons une alerte. Nous pouvons encore survivre pendant 2 jours. Mais si rien n'arrive aujourd'hui ou demain, il faudra alors nous tourner vers les commerces locaux pour remplir les stocks. Si les vivres manquent, les stocks de médicaments semblent être suffisants. C'est l'avis du pharmacien du camp. Pourtant, devant notre caméra, les personnes déplacées ne sont pas d'accord. Le gouvernement devrait nous amener plus de médicaments, car ça ne suffit pas. Je suis très malade, nous dit cette dame. Je dois acheter des médicaments, mais c'est trop cher. La vie est difficile. Pour le moment, le système de distribution de l'aide semble tenir bon ici à Erbil, tout au moins, mais avec une visibilité très réduite, d'un jour sur l'autre seulement. Et les choses pourraient devenir beaucoup plus compliquées, car dans les prochaines semaines, selon certaines sources à l'ONU, il pourrait y avoir jusqu'à 1 million de personnes déplacées sur tout le territoire irakien. Et voilà pour la situation à Erbil, dans le nord du Kurdistan, où beaucoup de chrétiens et de yézidis trouvent refuge. Pendant ce temps-là, les combats sont toujours aussi intenses à quelques dizaines de kilomètres de cela. Notamment grâce aux bombardements américains, les peshmergas kurdes ont pu reprendre 2 villes aux djihadistes de l'EIL hier, Gouer et Marmour. Ces combattants demandent davantage d'aide de la part de la communauté internationale, notamment des armes. Les précisions de notre envoyé spécial au Kurdistan, Roméo Langlois. Il s'agit des 2 premières villes d'ailleurs à avoir été reprises par les peshmergas, notamment grâce à des frappes aériennes préliminaires américaines. Ce sont les villes de Gouer et de Marmour. Alors la ville de Marmour a été reprise en grande partie grâce à l'aide du PKK, les combattants kurdes de Turquie qui sont venus prêter main forte à leurs frères d'Irak. La ville de Gouey était, lorsque nous sommes arrivés, totalement déserte. Il n'y avait plus personne dans les rues, seulement des combattants dans une zone urbaine extrêmement importante. Ils font face à un ennemi
extrêmement bien armés, puisque l'État islamique, le 10 juin, a pris Mossoul, la deuxième ville d'Irak, et qu'il a fait main basse sur d'importants stocks de munitions et d'armes lourdes qui appartenaient à l'armée irakienne. L'État islamique est également un groupe djihadiste extrêmement riche, puisqu'il a fait main basse sur d'importantes zones de production de pétrole. Il vend ce pétrole au marché noir, ce qui représente une importante capacité financière pour pouvoir acheter des armes. Alors les Kurdes ont besoin d'armes. Certes, ils ont quelques armes lourdes, quelques mitrailleuses lourdes, ils ont quelques tanks, quelques blindés, mais ils ont surtout de grandes quantités d'armes légères de type Kalachnikov, plus quelques fusils d'assaut de type américain. Le problème, c'est que ces armes sont souvent assez anciennes, elles ont déjà fait de nombreuses guerres, les munitions viennent souvent à manquer. Et un autre élément qui fait cruellement défaut aux Peshmerga, donc à ces combattants kurdes, c'est l'absence d'aviation. Ils se déplacent tout le temps en camion, en voiture, en 4x4, mais ils n'ont pas de capacité aérienne de transport de troupes. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la situation en Irak. Au Caire, pendant ce temps, les négociations sont difficiles et épuisantes. C'est l'aveu d'un membre de la délégation palestinienne venu négocier en Égypte. Les pourparlers indirects entre Israéliens et Palestiniens se poursuivent sur place pour tenter de prolonger cette trêve de 3 jours qui est en vigueur en ce moment à Gaza. Ces négociations sont délicates. Chaque point abordé est un sujet d'intense discussion. On fait le point justement avec Julien Sauvaget. À la frontière de Gaza, les chars israéliens sont prêts à reprendre les combats. Les négociations au Caire ont repris ce mardi, mais chaque camp campe sur ses positions. Le Hamas réclame toujours la levée du blocus, alors qu'Israël veut des assurances de la démilitarisation de l'enclave palestinienne. Chacun se tenant prêt à une reprise des hostilités en cas d'échec des négociations. À défaut de solutions raisonnables au Caire et en cas de reprise des tirs de roquettes, il faudra renvoyer en plus grand nombre les forces terrestres dans Gaza, renverser les autorités du Hamas et démilitariser Gaza par nous-mêmes. Sur le terrain, la trêve de 72 heures décrétée dimanche tient toujours. Les habitants de la bande de Gaza en profitent pour vérifier si leur maison est toujours debout. La vie s'organise dans les décombres. Il n'y a pas de gaz. Alors j'ai pris du bois cassé. Je l'ai ramassé dans les chambres et sur les portes. Il y en a plein pour faire du feu. Les Gazaouites tentent de profiter de ces instants de calme, sans grands espoirs quant à l'issue des négociations. Nous avons essayé les négociations depuis longtemps et cela ne mène à rien. Mais nous espérons vraiment que ces négociations menées en Égypte nous apportent au moins les garanties d'une vie décente. Une commission nommée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va par ailleurs enquêter sur d'éventuels crimes de guerre commis lors de cette guerre dans la bande de Gaza. Une annonce saluée par le Hamas et immédiatement décriée par Israël qui dénonce la présence de membres pro-palestiniens au sein de cette commission. 280 camions ont quitté Moscou ce mardi, direction l'Ukraine. Et ce convoi inquiète de nombreux pays, à commencer par l'Ukraine elle-même. La Russie assure qu'il ne s'agit que d'un convoi d'aide humanitaire destiné aux habitants de l'Est de l'Ukraine, qui manquent de tout après des mois de combat. Il ne serait pas escorté par des militaires. Mais l'Ukraine craint tout de même une incursion. Kiev affirme que l'armée ne laissera pas ce convoi traverser sa frontière. Cédric Ferreira. 280 camions russes seraient en route vers l'Est ukrainien. D'après les autorités locales, ils transportent 2000 tonnes de matériel d'aide humanitaire. Le convoi a quitté la région de Moscou ce mardi. Quelques jours devraient être nécessaires pour parcourir environ 1000 km jusqu'à destination. J'espère que cette action humanitaire aura lieu sous l'autorité de la Croix-Rouge. Nous nous sommes mis d'accord sur tous les détails avec les dirigeants ukrainiens. J'espère que nos partenaires occidentaux ne nous mettront pas des bâtons dans les roues et penseront plutôt à la population qui a besoin d'eau et d'électricité. Mais les pays occidentaux restent sceptiques. Ces images amateurs postées sur Internet et impossibles à vérifier montrent un convoi avec des dizaines de soldats russes. Après l'annexion de la Crimée en mars, certains estiment que l'aide humanitaire serait un prétexte pour apporter un soutien militaire aux séparatistes pro-russes. Il faut être extrêmement prudent parce que ça pourrait être une couverture de la part des Russes pour, au fond, s'installer près de Luhansk et de Donetsk et pratiquer la politique du fait accompli. Selon l'OTAN, Moscou a déployé environ 20 000 soldats à la frontière ukrainienne.
Beaucoup craindraient une intervention armée sur le terrain. Il n'y a aujourd'hui aucun remède contre le virus Ebola, juste un mince espoir après l'expérimentation d'un traitement aux États-Unis. Devant la gravité de l'épidémie en Afrique de l'Ouest en ce moment, l'OMS tente le tout pour le tout. L'OMS réunit en ce moment à Genève, l'Organisation mondiale de la santé vient d'approuver l'emploi de ces traitements encore expérimentaux dans les pays touchés. À noter qu'un prêtre espagnol avait reçu ce traitement, mais il est mort ce mardi. Pendant ce temps, le nombre de victimes augmente. Il franchit le cap des 1000 morts depuis le début de l'année en Afrique de l'Ouest. Et certaines pratiques dans des pays touchés ne facilitent pas le travail de l'ONG Médecins sans frontières. Des traditions, des rites funéraires, la méfiance à l'égard des médecins. Reportage en Sierra Leone de Lubna Anaki et Olivier Martinez. C'est dans un village comme celui-ci que les premiers cas d'Ebola sont apparus en Sierra Leone. Très vite, l'épidémie s'est propagée principalement à cause des traditions locales. Ici, la famille, c'est très important pour nous. Quand quelqu'un est malade, on prend soin de lui pendant plusieurs jours. On l'emmène à l'hôpital. Et s'il meurt, on lave son corps et on l'enterre nous-mêmes. Mais depuis quelques mois, les villageois essayent d'éviter ces contacts prolongés avec les malades. Je n'ai pas envie de tomber malade. Je sais que je mourrai. La peur, désormais omniprésente. Ici, dans la province de Kailaoun, l'on sait qu'il s'agit d'une épidémie sans précédent. Il suffit de voir toutes les mesures de sécurité au centre de traitement de Médecins sans frontières. Gants et combinaisons obligatoires, désinfection méthodique de tout le matériel utilisé sur le camp. C'est effrayant pour les patients de nous voir habillés comme des pingouins. Mais c'est nécessaire parce que cette maladie est dangereuse et effrayante pour nous aussi. Avec un taux de mortalité de plus de 70%, Ebola laisse très peu de chance. La mort fait partie du quotidien des médecins. Ça, c'est la morgue. Elle est vraiment à proximité des patients, donc c'est vrai qu'on la voit, quoi. Et certaines journées, on la sent, malheureusement aussi. En 2 mois, Ebola a fait près de 300 morts ici à Kailaoun. Et tous les jours, de nouveaux cas sont confirmés. Il y a 2 semaines, Médecins sans frontières a augmenté sa capacité d'accueil pour pouvoir accueillir jusqu'à 80 personnes. C'est leur capacité maximum. Au-delà, ils seraient dépassés. Toute la nuit à Hollywood, des anonymes ont déposé des fleurs, des bougies, des petits mots aussi sur son étoile du Walk of Fame. Des anonymes rendent hommage à Robin Williams. Le comédien est décédé lundi à l'âge de 63 ans en Californie, après s'être vraisemblablement suicidé. Une fin tragique pour un acteur dont la carrière est marquée par les rôles comiques, notamment Madame Doubtfire, Good Morning Vietnam ou encore Hook. Il a aussi marqué le cinéma des années 80, 90 et 2000 avec des rôles plus graves, plus sérieux, comme dans Le Cercle des poètes disparus ou encore Will Hunting. Sa carrière, résumée par nos confrères de France 2. Oh, capitaine, mon capitaine! Asseyez-vous, monsieur Anderson. C'est le professeur que toute une génération voulait avoir. Vous entendez? Asseyez-vous! Celui du Cercle des poètes disparus. Merci, monsieur. Merci. Bonsoir. Madame Hillard, je présume. Oui, je suis Miranda Hillard. Iphigénie Doubtfire. C'est aussi la nounou que des millions d'enfants ont rêvé de connaître. Une énergie comique démesurée. Un gag à la seconde. Et pourtant, sa plus belle récompense, c'est pour un rôle dramatique qu'il la reçoit. Un Oscar du meilleur second rôle dans Will Hunting en 1998. Dans son discours, il est bouleversant et drôle à la fois. Je veux remercier mon père là-haut, l'homme qui, quand je lui ai dit que je voulais être acteur, a répondu « Merveilleux, mais choisis un métier de secours comme soudeur ». Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est les coloris. Tu veux que je te fasse vraiment chier? C'est de la peinture au numéro. C'est des couleurs au numéro, parce que c'est des couleurs fascinantes, justement. Ah, tu trouves? Explique-moi ça. À l'écran comme dans la vie, un personnage exubérant. Un éternel enfant. Comme dans Hook de Steven Spielberg, dans laquelle il joue Peter Pan. Tu es une... Un clown parfois triste,
Fin juillet, pour l'anniversaire de sa fille Zelda, il postait cette photo datant de plus de 30 ans. Nostalgique peut-être d'une période de sa vie plus douce. On fait à présent un point sur les principaux titres développés dans nos éditions, avec d'abord l'espoir d'une stabilité politique en Irak. Le nouveau Premier ministre Haïdar al-Abadi a été nommé hier. Il doit former un gouvernement le plus rassembleur possible, car l'Irak est toujours divisé. Et puis pendant ce temps, l'assaut des djihadistes se poursuit dans le nord face aux combattants kurdes. L'Union européenne étudie l'idée d'armer les Peshmerga, mais cela fait débat. La barre des 1000 décès dus au virus Ebola a été franchie en Afrique de l'Ouest. 1013 morts depuis le début de l'année. Dans ces pays touchés, l'OMS autorise désormais l'utilisation de nouveaux traitements non homologués. Et puis l'un des acteurs américains les plus drôles avait aussi sa part d'ombre. Robin Williams est mort, il se serait suicidé. Parmi les nombreux films dans lesquels le comédien a marqué le public, on retiendra notamment Madame Doubtfire, Le Cercle des Poètes Disparus, Will Hunting ou encore Good Morning Vietnam.